à ce qu'on peut penser, le scénario de Grease a été écrit par... Les créateurs ont expliqué que si Sandy devient rebelle, c'était en grande partie pour le casting du film est effectivement très âgé. Et ce n'est malheureusement pas la seule fois qu'un membre de l'équipe a fait un tour à l'hôpital. 24 sur 2, 3e. Qu'on peut penser, le scénario de Grease a été écrit par deux hommes. Jim Jacobs, qui est un rédacteur de slogans pour publicité, et Warren Causey, qui est un prof d'art au lycée. Les deux amis se rencontrent dans un groupe de théâtre pour amateurs dans les années 60. Un soir, alors qu'ils sont tous les deux invités à une soirée entre amis où il y a en fond musical du Led Zeppelin, Jim et Warren discutent de leur amour incroyable et de leur nostalgie pour les chansons de l'époque, les doo-wop. Un style musical né dans les années 90, mélangeant du rythme et du blues, est caractérisé par des groupes de chanteurs en général, un peu comme des chorales. Les deux hommes décident d'écrire une pièce de théâtre sur l'histoire d'un jeune homme un peu bad boy qui rencontre une nana un peu prude et qui tombent tous les deux follement amoureux l'un de l'autre pendant les vacances. Plus tard, les deux amoureux se retrouvent dans le même lycée, sauf que le bad boy doit sauver les apparences. La pièce de théâtre est donc écrite sous forme de comédie musicale et connaît un certain succès, partant de Chicago jusqu'à Broadway. Un soir, alors qu'Alan Carr, un producteur de chez Paramount, assiste au show à Broadway, il tombe littéralement sous le charme de la comédie musicale et se l'imagine immédiatement sous forme de film. Il rachète donc les droits pour 200 000 $. Alan Carr travaille d'arrache-pied sur ce projet. Il en est convaincu, il est génial et ça va faire un carton. Barry Diller, qui est le président de la Paramount, en est un peu moins sûr, voire pas du tout. Il catégorise le film de Cinematic Cotton Candy, autrement dit de barbe à papa cinématographique. Il accepte malgré tout de donner 6 millions de $ à Alan en partant du principe que c'est bien assez pour produire ce qui sera un futur échec commercial. Car selon lui, le film ne comporte que des éléments foireux. La vedette du film est une actrice étrangère et inexpérimentée, le casting est beaucoup trop âgé, les musiques sont carrément bof et la mise en scène est faite à la légère. Et pour couronner le tout, Alan Carr décide d'engager Randall Clouser, l'ancien colocataire de George Lucas à l'université. Le mec a à peine 30 ans. Pour remettre les choses au clair, on est bien d'accord que c'est pas sur cette photo-là qu'il a 30 ans, hein. Et il n'a encore jamais fait de film de ce genre-là. Comme quoi, tout n'est pas perdu pour nous. Le casting s'enchaîne rapidement et quelques noms sont déjà pressentis pour les acteurs principaux. Avant de donner le célèbre rôle de Danny Zuko à Travolta, il a d'abord été proposé à Henry Winkler, qui jouait le rôle de Fonzie dans Happy Days. I'll see you guys in a month, huh? Oh, the sacrifices I make for you. All right, Anne Louise, your prize is coming. Hey! Mais l'acteur l'a refusé parce qu'il avait peur d'être catégorisé. L'option Travolta est arrivée très rapidement puisque l'acteur avait signé un Free Picture Deal, autrement dit un contrat d'engagement sur 3 films, un contrat qu'il avait signé avec l'un des producteurs de Grease. En ce qui concerne le rôle de Sandy, le casting fut un peu plus laborieux. Des actrices telles que Susan Day, Deborah Ruffin ou encore Mary Osmond ont été sélectionnées. Cette dernière abandonnera d'ailleurs le rôle en guise de protestation après cette plainte à maintes reprises qu'elle n'acceptait absolument pas le rôle de rebelle que prenait Sandy à la fin du film. Les créateurs ont expliqué que si Sandy devient rebelle, c'était en grande partie pour parodier tous les films qu'on a l'habitude de voir. En général, c'est le mauvais garçon qui devient très gentil à la fin. L'actrice Carrie Fisher a également été envisagée alors qu'elle venait tout juste de terminer le tournage de Star Wars. Randall en a profité pour demander à son ami George Lucas s'il pouvait voir des images inédites du film afin de juger le jeu de l'actrice. Malheureusement, après le visionnage de ces images, il n'est toujours pas convaincu que l'actrice correspond parfaitement au rôle et donc décide de continuer ses recherches. Jusqu'au jour où Alan Carr participe à un dîner mondain avec du beau monde, dont Olivia Newton-John, qui est extrêmement connue à l'époque en tant que chanteuse country et qui connaît un franc succès. Ils passent donc la soirée ensemble et Olivia n'a alors aucune idée qu'elle est en fait en train de passer un casting improvisé. Alan Carr et Travolta sont alors séduits par la prestance de l'actrice et sont convaincus qu'ils ont trouvé le binôme de l'acteur. Mais l'actrice est un petit peu moins emballée que tous les autres. À l'époque, elle s'était déjà essayée dans le cinéma avec le film Tomorrow, qui n'avait clairement pas été une réussite exceptionnelle. I had made a really bad movie in England and I was really shy about making a film again, so I
said, yes, I'd be interested, but I really would like to do a screen test to see if I'm any good. La production s'exécute et lui fait passer un essai. Et force est de constater qu'il y a une alchimie inexplicable qui se crée entre les deux acteurs. Mais il y a encore un truc qui la gêne. Dans le scénario, Sandy est américaine et Olivia Newton-John est australienne, avec un accent assez prononcé, qu'elle n'est pas certaine de pouvoir modifier. Pas de souci, Sandy sera désormais australienne. Le reste du casting s'effectue assez facilement. Et si Barry Diller a été un peu dur sur certains aspects du film, il y a quand même un point sur lequel il n'a pas tout à fait tort. Le casting du film est effectivement très âgé. Tous sont censés interpréter des jeunes de dernière année au lycée, donc de 18 ans. Et pourtant, John Travolta a 23 ans à l'époque du tournage, Diddy Conn 25, Jeff Conaway 26, Barry Pearl 27, Olivia Newton-John 29, Jamie Donnelly 30, Michael Tukey 31 et Stockard Channing 33. Et tout le monde sait qu'à 18 ans, on ressemble à ça. Finalement, il y a bien Kelly Ward 20 ans et Dina Manoff 19 ans qui auraient pu prétendre au rôle, si leur personnage avait doublé quelquefois. Mais ne vous inquiétez pas, à chaque problème sa solution. Glazer et son équipe ont tout prévu. Premièrement, Glazer fait passer un casting hors du commun, appelé le casting pas de doigt. C'est-à-dire que chaque acteur est prié de venir montrer ses yeux au réalisateur et celui qui a des rides autour des yeux, eh bien, il prend ses affaires et il s'en va. La deuxième astuce s'opérait sur le plan technique. Le chef opérateur avait prévu d'utiliser une lentille spéciale donnant un look un peu plus jeune à tout le monde. Et enfin, la production comptait sur les talents du maquillage pour rajeunir tout le casting. Dans un précédent épisode, je vous disais que parfois certains membres de la famille des acteurs tenaient également un rôle à jouer. Grease ne fait pas exception puisque la sœur de John Travolta, Hélène, obtiendra également un rôle, celui-là. La production du film représente 5 semaines de préparation au tournage, à base de répétitions de chant et de danse, ainsi que 2 mois complets de tournage. À titre d'exemple, la scène de bal de fin de promo leur a pris 1 semaine de tournage, en pleine canicule du mois d'août. La scène avait lieu dans un véritable gymnase d'école, avec les fenêtres fermées pour les questions de lumière et une température ambiante d'environ 41 degrés. Tout ceci additionné à une bonne dose de sport que représente le tournage d'une scène de danse, et ça nous donne un Michael Tukey en plein malaise qui finit à l'hôpital après s'être évanoui. Et ce n'est malheureusement pas la seule fois qu'un membre de l'équipe a fait un tour à l'hôpital. Le tournage de cette scène-là fut également éprouvant pour l'équipe qui a passé des heures à côté d'une source d'eau. Ça les a rendus malades, vous connaissez la suite. Par contre, la très célèbre scène finale du film, celle dans laquelle le personnage de Sandy passe de jeune prude à grosse rebelle dévergondée, ne leur a pris que 7 heures de tournage au total et a été filmée dans une véritable foire présente à ce moment-là. C'est après le tournage de cette scène-là que Glazer décide que finalement, il aimerait bien encore des gros plans. Pas de bol pour lui, la foire est partie entre-temps. Il demandera donc à l'équipe de décor de reconstruire le même de décor. L'actrice arborait ce jour la tenue qui l'a rendue ultra célèbre et à laquelle d'ailleurs elle fera un petit clin d'œil à l'avant-première. Tenue dans laquelle elle a été cousue et n'avait le droit d'en sortir qu'à de rares moments pour aller aux toilettes. Autant vous dire que ce jour-là, elle a fait attention à ce qu'elle ingurgitait. Olivia Newton-John avait toujours le pantalon et la veste en sa possession en 2019. Des vêtements qu'elle a mis en vente à ce moment-là pour une œuvre de charité luttant contre le cancer. Elle les aura vendus pour plus de 400 000 $. Le pantalon à lui seul a été vendu pour plus de 200 000 $, dont l'acheteur d'ailleurs a rendu le pantalon quelques semaines plus tard à l'actrice. Au tout départ, le producteur Alan Carr comptait faire un film d'animation de Grease. Le générique du film est donc un tout petit clin d'œil à l'idée de base. Les paroles de la chanson Me, I'm Sandra Dee ont légèrement été modifiées en hommage à Elvis Presley qui est décédé le jour même du tournage de cette scène. D'ailleurs, en parlant d'Elvis Presley, le chanteur avait été pressenti pour le rôle de Angel Tim, un rôle qu'il avait très cordialement refusé. Les suçons dans le cou de Rizzo, faits par Kenickie, sont de réels suçons faits par l'acteur lui-même. Jeff Conaway estimait qu'il fallait qu'il soit le plus réaliste possible et donc s'est donné cœur à l'ouvrage. Quel acteur impliqué! En parlant de ces acteurs-là, ils ont un autre point commun sur le film.
film. Ils ont tous les deux bataillé pour que leur solo musical ne soit pas abandonné. Et si vous vous demandez de quel solo je parle en parlant de Jeff Conaway, c'est tout simplement parce que le sien lui est passé sous le nez. La chanson Grease Lightning était censée appartenir à Jeff Conaway, mais Travolta aimait beaucoup ce solo et voulait l'avoir. Il a donc joué de son influence pour l'obtenir. Autant vous dire que Jeff n'était pas ravi du tout. Et Stockard Channing a failli connaître le même sort concernant son solo sur sa grossesse non désirée. Le producteur Alan Carr ne voulait pas le garder. Il estimait que ça plombait totalement l'histoire. Channing a réussi à convaincre Alan Carr en lui expliquant que son solo était la seule chose qui donnait un peu de profondeur à son personnage. En dehors de ça, honnêtement, Rizzo a l'air d'une nana complètement superficielle. Vous avez peut-être déjà regardé le film en constatant ça. Le tableau en décoration est flouté. Et pour cause, Alan Carr avait réussi à obtenir Pepsi en sponsor du film. Mais l'information visiblement était pas très bien passée jusqu'à l'accessoiriste parce que lui, il a mis un tableau de Coca-Cola. Ce n'est qu'au moment du montage que le producteur s'est rendu compte de l'énormissime erreur, mais trop tard, impossible de retourner la scène. Il a donc dû corriger avec les moyens du bord. Et oui, ça arrive même au meilleur. Le titre du film a été traduit dans plusieurs pays. Ainsi, au Canada, il s'appelle Brillantine, en Espagne Grasa et au Mexique Vaselina. C'est sur cette dernière information incroyable que je vous laisse. J'espère que la vidéo vous a plu, le duel vous attend. Allez, coupez. Concernant le prochain duel, tu as le choix entre Le Masque ou Hook. J'attends ton choix dans les commentaires.